BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Ce matin, deux invités face à moi. D'abord Frédéric Ploquin, je vous ai plusieurs fois reçu ici. Vous êtes journaliste spécialisé dans les domaines de la police, du banditisme, du renseignement. Et à vos côtés, Joseph Peraldi, dit Jo Peraldi, bonjour. Bonjour. Combattant pour l'autonomie de la Corse, bras armé du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Vous avez d'ailleurs été incarcéré après les attentats contre l'URSSAF et la DDE de novembre 99, qui avait fait 7 blessés. Et vous écrivez ensemble un livre avec des révélations assez inouïes. Vous allez raconter ce matin ce qui n'avait jamais été connu jusqu'à présent, et notamment la manière dont vous avez, vous, Jo Peraldi, accompagné, organisé la cavale d'Ivan Colonna. Avant de vous donner la parole, j'aimerais que vous répondiez sur un point. Je voudrais savoir qui j'ai devant moi. Qu'est-ce qui me dit que ce matin, vous allez dire la vérité, vous qui avez tant menti? J'ai menti. Je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais menti? J'ai agi comme tout militant quand j'ai été arrêté, à savoir ne pas reconnaître. Ne pas reconnaître, pour vous, suffit ne pas reconnaître les faits, à ne pas dire je n'ai pas menti. Je ne reconnais pas. J'assume l'action en tant que politique, mais je ne reconnais pas les faits que l'on m'a reprochés. Vous ne reconnaissez pas les faits que l'on vous a reprochés, mais le mensonge allait beaucoup plus loin. Pardonnez-moi d'insister. Je vous en prie. Lorsque je vous entends qui dit je n'ai jamais menti, vous qui, et les photos en attestent dans ce livre, avez eu une carte de presse qui pendant des années, une carte de presse officielle qui vous a été octroyée par la profession des journalistes, disant que vous n'étiez que journaliste, alors qu'en réalité c'était une double vie. Et vous n'avez jamais menti. Je n'ai jamais menti. Et à votre femme, quand vous disiez le soir que vous partiez sur le terrain... Non, Apolline de Malherbe, je n'ai jamais menti. On peut être journaliste, policier, et porter des convictions que l'on découvre plus tard dans sa vie. Parce que n'oubliez pas qu'avant d'être en Corse, trouver la Corse à 23 ans, j'ai été en Algérie. On va revenir évidemment sur votre parcours, donc, mais je voulais dire les choses... Je veux que vous sachiez que j'ai servi la France. Vous avez servi la France, vous avez d'ailleurs été membre des services spéciaux de la France. J'ai des décorations. C'est ce parcours qui est assez inouï, évidemment. Je vois quand même, et Frédéric Ploquin, je voudrais avoir votre sentiment. Quand j'ai demandé à Jo Peraldi à l'instant, vous qui avez tant menti, et qu'il me répond « je n'ai jamais menti », vous-même, j'ai senti un certain doute chez vous. Non, pour moi, c'est pas du mensonge. Ce qui m'a fasciné, moi, quand j'ai rencontré Jo Peraldi, c'est de découvrir qu'effectivement, le chef militaire du FLNC avait une carte de presse dans la poche et qu'il avait été photographe-reporter. Mais il n'a pas triché comme photographe-reporter. Il a été l'un des meilleurs photographes-reporters en Corse. Avec des scoops C'était lui inouïs, qui était sur tous les scoops inouïs. Donc en fait, et avec une déontologie, je me suis tout trouvé, Frédéric, avec une déontologie, mais alors stricte. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant, mais on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui de développer, mais c'est vrai que vous-même, vous n'hésitez pas parfois à écrire ou à faire avec vos photos ce qui va à l'encontre du combat que vous menez mais bien sûr. Dans la clandestinité. C'est-à-dire que, je vais revenir très vite, à 14 ans, après la mort de Jean-Pierre Pedrazini, ça a été lui qui m'a fait découvrir... Qui était un photographe de Paris Match. Paris Match, vedette, qui a été tué par la mitrailleuse d'un char russe dans l'affaire le printemps de Prague, vous vous souvenez, en 1956. Et j'ai dit, c'est le métier que je veux faire, d'autant que je me passionnais pour la photographie. Et c'est le métier que j'ai fait par passion. Et la déontologie du journaliste... Ce n'est pas un métier de couverture. Non, absolument pas. C'est un métier que j'ai fait par passion avant même d'entrer dans la clandestinité en 1973. Et vous allez nous raconter, effectivement, je voudrais qu'on revienne sur l'Algérie que vous quittez donc effectivement à l'âge de 21 ans, et à 13 ans vous maniez déjà les armes. Je voudrais que vous nous disiez aussi comment vous avez basculé dans la clandestinité et que vous nous racontiez évidemment cette cavale d'Ivan Colonna. Je voudrais également prendre le temps de préciser ce matin que j'étais pas en réalité très à l'aise avec l'idée de vous recevoir. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Frédéric Ploquin, j'ai confiance en vous Frédéric et en la qualité de vos enquêtes, mais vous avez aidé à cacher l'assassin du préfet Erignac, et c'est un crime fondamental. Depuis, Ivan Colonna est mort, assassiné par un codétenu. La République française n'a pas su le protéger, et quel que soit le crime pour lequel il a été condamné, c'est un scandale d'État et une faillite de la France, et je pense qu'il fallait que ce soit dit. Vous allez nous raconter ce moment de l'histoire de la Ve République. D'abord, vous êtes né en effet en Algérie, et l'Algérie française, donc à l'époque, à 13 ans, vous maniez les armes. Pourquoi ? Mais simplement parce que déjà, j'habitais en maison forestière avec mes parents. Mon père était agent technique des eaux et forêts.
Et l'administration des eaux et forêts fournissait une dotation d'armes de guerre à chaque forestier qui se trouvait en maison forestière isolée. Et vous, événement ou pas événement. Il y ces avait armes, elles sont dans vos mains. un mousqueton, une stène, des grenades, un pistolet d'ordonnance, 8 mm, et ça, c'était la dotation. Donc, très jeune, j'ai appris à 8 ou 9 ans à tirer à la stène. Et ensuite, sont survenus les événements, ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, c'est-à-dire le soulèvement de l'indépendance de la guerre d'Algérie. Et là, comme j'allais à l'école seul le matin, je partais de chez moi à maison forestière, je faisais 8 km et autant pour revenir. À pied. Et à ce moment-là, le FLN algérien assassinait tout ce qui n'était pas musulman. Si vous voulez, ça partait des plus anciens au berceau. Et je faisais partie de ces jeunes qui allaient à l'école à pied, à traverser une forêt, à traverser les cimetières arabes. Et par un moment de protection, de sécurité, j'avais un Walter P38 9 mm Parabellum que je mettais dans l'austère. Arrivé à l'école, je mettais dans un portail, je le mettais au fond du cartable. Et le soir, le soir, quand je rentrais chez moi, je le remettais dans l'austère pour refaire les 8 km pour rentrer à la maison. Donc vous êtes dans l'habitude. Donc j'étais dans une question de protection personnelle. De protection C'est-à-dire personnelle. qu'on pouvait m'enlever, m'égorger, me tuer à ce moment-là. Et je tenais à avoir... Je savais manier le pistolet à l'époque, et c'est ce que j'ai fait. Il faut que vous sachiez, je vais ajouter juste un mot. En raison de tous ces événements, je ne les ai pas créés. Ce sont des événements qui sont venus percuter ma vie d'adolescent. Et vous dites d'ailleurs régulièrement dans le livre, et c'est important, vous le confiez à Frédéric Ploquin, combien vous avez basculé progressivement dans cette clandestinité. Je n'ai pas progressé, c'est la vie qui m'a fait progresser, qui m'a fait affronter ces événements. Et quand les militaires corses sont arrivés en Algérie, j'étais constamment avec eux parce qu'ils fréquentaient les familles corses qui étaient là-bas. Et vous rentrez à ce moment-là dans les services spéciaux français lorsque vous arrivez... À 19 ans et demi. Hein, à 19 ans et demi. Et lorsque vous arrivez effectivement en Corse, progressivement, vous rentrez dans la clandestinité. Je voudrais juste qu'on montre quand même une photo de vous pour que l'on comprenne à qui l'on a affaire. Cette photo, vous la publiez dans ce livre. C'est une photo que l'on va voir à l'antenne à l'instant. C'est une photo qui date de 1988. Oui. Il s'agit de 3 hommes cagoulés. Et l'homme qui est à gauche sur la photo, c'est vous. C'est moi. Et à côté, il y a Alain Orsoni, qui fait partie des responsables du FLNC à l'époque. Pourquoi vous rentrez en clandestinité ? Alors nous sommes dans la deuxième élection, la réélection de François Mitterrand. Nous ne sommes pas satisfaits de la création de l'Assemblée territoriale de Corse de 82. Nous pensons avoir été trompés sur les pouvoirs qui nous étaient accordés. Donc à ce moment-là, quand François Mitterrand est réélu, nous demandons une deuxième amnistie de l'ensemble des prisonniers politiques, 87 exactement, et un nouveau statut d'évolution institutionnelle pour la Corse. Mais la cagoule blanche, il faut dire, la cagoule blanche... Alors, la cagoule blanche représente déjà des responsables. C'est le signe du FLNC. C'est le signe des chefs, Frédéric Ploquin. Des chefs du FLNC, la cagoule blanche. Et pourquoi tu rentres en clandestinité, te demande après. Alors, mais la clandestinité vient plus tard, quand j'arrive d'Algérie. Enfin là, c'est déjà un peu clandestin, si je peux me permettre. Oui, mais 88, là. Je suis dans la clandestinité bien avant. 73. 73, 76, 17, et ainsi de suite. Pourquoi ? Je vais vous expliquer très vite. Je rentre d'Algérie. Le contexte n'est pas le même. Je combats pour la France et je ne regrette rien. Aujourd'hui, je ne combats pas la France. Je combats un système qui a fait vivre la Corse en dehors de tout état de droit. Le système Ce sont les clans corses qui vous débectent lorsque vous arrivez. Me débectent. Quand je rentre, je ne connais pas le système politique corse, je le découvre alors que je suis reporter photographe débutant en 63 provençal, que je viens d'avoir ma carte de presse numéro 22042, c'est vous dire si elle remonte loin. Et je fais que des reportages comme tout débutant dans les villages, ainsi de suite. Et là, je m'aperçois de la paupérisation, de la misère qui est dans ces villages. Et quand je fais le paradoxe, la différence qu'il y a entre ce que nous avons laissé en Algérie, qui était déjà catastrophique, je trouve que mon peuple est encore moins bien traité. C'est qui votre peuple ? C'est la Corse. Alors, je vais vous expliquer aussi. Vous ne diriez pas que vous êtes du peuple français ? J'ai combattu pour la France. Mais justement, lorsque vous arrivez à ce moment-là, vous combattez encore pour la France. Je viens de vous dire que je n'avais jamais combattu la France, que je ne regrette pas d'avoir combattu la France. Je le dis dans mon livre. Combattu pour la France. Pour la France, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Vous inquiétez pas, j'ai des décorations que j'ai obtenues, 5 décorations que j'ai obtenues pour la France. En
combattant pour la France. Et je suis fier de ces décorations. Moi, ce qui m'a surpris en écoutant Jo, c'est que les fondateurs du FLNC, donc de ce front clandestin qui va combattre la France pendant 40 ans, sont presque tous issus des colonies françaises. Et qu'en fait, ils rentrent tous de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, et ils découvrent un pays qui est tenu par les clans corses, en fait, et que leur premier adversaire, ce n'est pas Paris. Leur premier adversaire, ce sont vraiment les clans qui instaurent un clientélisme, qui truquent les urnes et les élections. Et on le lit dans le livre. Vous en voulez davantage aux clans, aux héritiers qu'à l'État français. C'est ce que vous dites quand vous arrivez en Corse. Bien sûr. Je voudrais c'est comprendre... le système. Par contre, j'en veux l'État français, c'est là où je veux en venir, d'avoir fermé les yeux sur un État de non-droit. Moi qui me suis battu pour la liberté, pour la démocratie, et de voir qu'on par la démocratie, on ne pourra jamais arriver et qu'il faut en venir à la violence, eh bien nous en sommes venus à la violence. Je voudrais comprendre avec vous ce matin, Jo Peraldi, effectivement, comment fonctionne à ce moment-là le FLNC. Vous devenez chef militaire du FLNC. Je voudrais que vous me parliez de la discipline. Est-ce que ça veut dire que vous étiez armé tout le temps? Et non. Qui vous recrutiez? Comment ça se passe le recrutement? Le recrutement se fait par parrainage. On ne recrute pas n'importe qui. Que ce soit des gens formés politiquement, avoir au minimum 25 ou 27 ans, et avoir une référence politique forte sur ce que nous faisons. Et là, nous recrutons. Ou nous ne recrutons pas. Vous ne recrutez pas dans les Nous bars? n'avons jamais voulu avoir 5 ou 600 militants. Mais à un moment, vous en avez quand même, et vous le dites, 400, plus de 200. Il y a des pointes à 400. Il y en avait 480 au début. 480. Mais en fait, tu refuses. On refuse. Ils refusent en fait des volontaires. Si, parce que tous les jeunes veulent rentrer. Sinon, il y avait des milliers. Qui vous êtes alors? Qui vient frapper à votre porte? On ne frappe pas à notre porte. Alors comment ça se passe? Ce sont des gens qui connaissent. Ce sont des parrainages, des gens qui sont chez nous, qui connaissent des jeunes qui peuvent... Une forme de cooptation, de parrainage. Faut dire Mais attention, ça ne se fait pas comme on le pense avec des centaines de recrutements. On limite. Vous limitez, y compris ceux à qui vous dites les choses. Allez-y, Frédéric. En fait, quand tu recrutes, quand Jo recrute et il passe des entretiens d'embauche, en fait, il a la cagoule. Il a la cagoule et il ne parle même pas pour pas que sa voix soit reconnue par les militants potentiels. Surtout pas. Parce que sinon, il y a des risques d'infiltration. J'ai gardé le cloisonnage qu'on appelle avec tout le monde. Avec votre propre épouse. Tout le monde. Vous dites la clandestinité commence dans son propre foyer. Je peux aller plus loin, faire une comparaison peut-être qui va vous choquer. Lorsqu'on fait la résistance en France, il y a des gens qui étaient cloisonnés, qui ne se montraient pas, c'était naturel. J'ai fait à peu près la même chose. Oui, votre comparaison, elle dit quand même beaucoup. Non. Sur les techniques, sur la logistique. Sur les techniques, sur la manière de faire. Ne me dites pas que j'ai battu. Ne me dites pas que j'ai combattu pour l'indépendance de la Corse, j'ai combattu pour l'autonomie de plein exercice. Pour l'autonomie de plein exercice, ça, on y reviendra, puisque ce mot est évidemment prononcé. Il n'a été pas plus tard qu'hier par la ministre des Territoires. Je voudrais, Jo Peraldi, que vous nous racontiez cet épisode tout à fait inconnu, ni de la police, ni des services de justice, ni de qui que ce soit, que vous révélez évidemment avec Frédéric Ploquin dans ce livre. Si ça avait été su, d'ailleurs, vous auriez été jugé pour complicité, puisque lorsque Yvan Colonna doit être exfiltré parce qu'il se retrouve dans une zone totalement quadrillée où il ne peut plus faire le moindre fait ou geste, c'est vous, Jo Peraldi, qui le sortez de là et le faites entrer dans la cavale qui a duré jusqu'à son arrestation. Alors, Yvan Colonna est un militant nationaliste. Il est dans la clandestinité. Yvan Colonna, je l'ai connu quand il est arrivé en Corse. Il avait 21 ans. Il a toujours été proche de nous. Il est dans la clandestinité. Donc, il est accusé d'avoir commis le meurtre du préfet. Et lors des arrestations, il y a une erreur. On arrête le frère au lieu de l'arrêter lui. Et donc, quand les policiers s'aperçoivent de leur erreur, ils recherchent Yvan. Mais Yvan est déjà... Caché. Enfin, caché, pas trop. Puisqu'il accorde une interview à France 3. TF1. D'accord, j'avais vu qu'il y avait également... Alors, on me téléphone, je suis lors des réunions de Miachar, c'était des réunions de l'ensemble des nationalistes après la mort du préfet, ça a été un choc pour tout le monde. Nous essayons de regrouper l'ensemble des nationalistes et de faire l'union de façon à présenter un projet d'évolution institutionnelle collectif. Et c'est ce qui s'est fait. À ce moment-là, je reçois un coup de fil de mon ami
Joseph Cavioli, qui est le beau-frère d'Yvan Colonna. Il me dit, Jo, il nous arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, acceptez la conférence de presse, mais envoyez une voiture, ne donnez pas le lieu de rendez-vous où vous allez les recevoir. C'est ce qui a été fait. Ils font cette fameuse conférence, je ne reviens pas, que vous connaissez. Et je dis à Joseph, mon ami, je dis, on se voit ce soir vers 21h30 à l'endroit habituel. C'était dans un village de Coach où habitait sa mère. Et là, on se voit et il y avait Yvan. Et je passe pratiquement la nuit et une partie de la journée du lendemain où il me fait part de sa volonté de se mettre en cavale. Et là, je lui dis, il n'y a pas de problème, mais il faudra que tu te prives de tout. Tu ne vois plus ton épouse, tu ne vois plus ton fils, tu ne vois plus personne. Il faut que ça soit strict. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas te mettre en danger. Un plan quasi militaire que vous mettez en place. Avec cette exfiltration, vous repérez un couple de retraités qui, chaque jour... Ça, c'est grâce à mon observation que j'ai de la vie en tant que reporter photographe. Je vois tout ce qui est insolite, tout ce qui est repérable et tout. Et je dis, c'est... Le piège se refermait de plus en plus sur Yvan. Le filet était de plus en plus serré. Oui. Vous le faites donc sortir. Je vois mon ami Joseph Cavioli, moi je ne peux pas monter, et j'ai cette idée de prendre cette voiture, une 4L, qui appartenait à un couple qui était très visible et très connu dans la région. Les gendarmes, tout le monde les connaissait. Et je dis, on emprunte la 4L, on met un homme qui ressemble terriblement au propriétaire de la voiture, un petit vieux, une personne âgée, pardon, et son épouse qui partait régulièrement faire une promenade ou faire des courses à Ajaccio. Et le matin, nous prenons cette 4L. L'homme qui prend la place a la même casquette, la même tenue que le propriétaire. Et à ses côtés, sa femme qui était toujours avec un foulard sur la tête. L'épouse, c'est Yvan Colonna. Et l'épouse? L'épouse. C'est Yvan Colonna. C'est Yvan Colonna. Bah oui. Qui est caché, qui est camouflé, qui est déguisé. Oui, bien sûr. En femme, il roule et vous les retrouvez. Et nous, je vous dis la vérité, j'organise devant un ouvreur de route avec un motard très grand pour ne pas être arrêté, parce qu'Yvan faisait 1m70 et tout véhicule, on passait un bonhomme tout petit sur une grosse moto, on l'aurait arrêté. L'ouvreur de route avait un talkie-walkie dans son casque qui était relié à une oreillette de le chauffeur. Donc, et il me l'a emmené à un point qu'on appelle Kaljanich, un point précis sur l'ancienne route de Sartène. Et c'est là que je récupère Yvan et je lui dis ce que vous avez vu dans Paris Match, à savoir ta cavale commence ici. Ta cavale commence ici, vous le racontez évidemment, et le récit de ce moment d'exfiltration d'Yvan Colonna, effectivement, est assez inouï. Frédéric Ploquin. Moi, je voudrais dire juste un point, c'est que Jo Peraldi a appris la mort du préfet Erignac devant sa télévision chez lui. C'est-à-dire que c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'il n'est pour rien dans ce projet d'élimination. Parce que pour rien pour être poursuivi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que, je vous dis la vérité. Vous avez dit le mot choc. Vous avez dit que ça a été un choc. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser en fait la raison pour laquelle il va chercher et dissimuler Yvan Colonna. Il est pour rien dans les faits. D'ailleurs, peut-être même qu'il était pour, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas participé. C'est la décision d'Yvan Colonna et de quelques-uns de ses amis. Mais c'est pas. Pourquoi est-ce que tu. Je vous signale qu'Yvan Colonna, important, à un moment donné, avait fait scission avec la branche qui était la mienne. C'est juste pour clarifier les choses. Au FLNC. Donc c'est important ce que je vous dis. Donc, s'il y a un projet comme de ce genre, je ne suis pas au courant, je ne suis pas dans la même branche. Donc le projet d'assassinat du préfet Erignac, vous n'y êtes pour rien, vous l'apprenez vous-même et vous parlez d'un... Je n'ai jamais été arrêté une minute. Et d'ailleurs, vous n'avez pas été poursuivi pour quelque complicité que ce soit là-dessus. Mais tout de même... Alors, je vais vous expliquer. Je voudrais quand même comprendre. Il y a un truc qui peut vous échapper. Je ne m'excuse pas à vous, mais à l'ensemble... Mais allez-y, ça peut m'échapper aussi à moi. Il y a beaucoup de choses là qui m'échappent dans votre livre, même si je trouve que c'est un morceau d'histoire de France. Je suis dans la société corse. La société corse a un principe. Des traditions fortes. Quand un homme demande de l'aide, quel qu'il soit, à moins qu'il soit pédophile, crapule, on ne l'aide pas. Et quand il a assassiné un préfet, ça ne rentre pas là-dedans? Il est en cavale, on ne veut pas savoir. Il veut se mettre en cavale, on ne veut pas savoir pourquoi. Et je vous explique, je vais au bout. Dans la tradition corse, il y a même des policiers qui ont aidé des gens qui fuyaient. Ils les ont gardés. Je vous le dis.
Des vérifier. policiers qui ont été Des complices. policiers, pas dans plusieurs affaires de banditisme et autres. Et vous Donc, racontez c'est dans la d'ailleurs qu'il n'est tradition pas corse. Donc, difficile il m'a à ce demandé moment-là mon de aide. trouver des familles. Non, il m'a Vous dites qu'il demandé n'est mon pas aide. difficile Il m'a de trouver demandé des mon aide. familles pour accueillir. Mais bien sûr. Parce que, vous dites, ça n'est Au nom de la vraiment pas tradition. difficile, parce Au qu'au nom de la nom de la tradition. tradition, Oui. Et de nombreuses familles et de nombreux foyers Et ont je accepté tiens à vous dire que de chaque fois que je voyais Yvan Colonne, une fois tous les 8 ou 10 jours, je le rencontrais quand même. Ça a duré très peu de temps, puisque j'ai été arrêté 9 mois et demi après. Pour une autre raison. Pour une autre raison, pour l'URSSAF, la DDE, vous le savez. Jamais je ne lui ai demandé si il avait fait l'action. Vous ne lui avez pas demandé, as-tu Non, jamais. assassiné Quand le on préfet aide, Erignac? quand on aide quelqu'un qui demande de l'aide, si lui ne m'en parle pas, je lui en parle pas. Et vous l'avez croisé une dernière fois, c'était dans les couloirs de la prison de Fresnes. Vous vous êtes croisés tous les deux et les policiers vous ont autorisé à échanger. L'escorte. C'est-à-dire que moi, j'avais une escorte de la garde républicaine, cagoulée bien sûr, et lui venait en face, d'une allée en face. Et là, je demande au lieutenant, est-ce que je peux lui dire bonjour? Il m'a dit, faites vite. Et quand l'autre escorte est arrivé, l'autre lieutenant de l'autre escorte me dit, vous parlez français. Je dis, il n'y a pas de problème. Et nous avons parlé 3-4 minutes. Moi, ce que j'aime dans cette rencontre, c'est que l'histoire du FLNC, elle est mythique, elle est peu connue, et c'est la première fois qu'elle est écrite. Et Joe tenait à 84 ans, il a 84 ans aujourd'hui, à la raconter, à s'exprimer et à tout dire pour laisser une trace pour l'histoire. Pour laisser une trace précisément d'une histoire qui ne laissait aucune trace derrière elle. Et je vais plus loin, si je parle juste un mot, si je parle à 84 ans et 15 ans après mon arrestation, c'est pour aussi mettre des choses au point. Mettre les choses au point, et tout est dans le livre. J'aurais encore eu 1000 questions à vous poser aussi sur la manière dont aujourd'hui vous jugez la route vers l'autonomie de la Corse, mais ce sera pour une autre fois, et les récits sont, tout est dans le livre. Frédéric, merci à vous évidemment d'avoir accompagné non seulement dans l'écriture de ce livre, mais encore ce matin Joseph Peraldi. Merci à tous les deux. Le livre, ça s'appelle Confession d'un patriote corse, ça sort aujourd'hui ou la semaine prochaine d'ailleurs, et c'est chez Fayard. Le 30 octobre. Merci à vous.